Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de parler d'architecture de sauvegarde. Il y a quelques semaines de ça, j'ai publié une vidéo dans laquelle je t'expliquais tout le processus de réflexion que j'ai eu lors de l'acquisition d'un disque dur externe. Je t'ai expliqué les raisons, les motivations derrière cette acquisition. Je t'ai expliqué en quoi ce disque dur externe allait changer ma façon de travailler. Et puis, je t'ai montré différents modèles et je t'ai expliqué pourquoi j'avais choisi un plus que les autres. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Un des détails très importants que j'avais dit dans cette vidéo, c'était qu'en aucun cas cette solution allait me servir de backup, de solution de sauvegarde. C'était un disque de transition que j'utilisais pour pouvoir travailler sur mes photos et autres fichiers et qu'une fois le travail fait, les données étaient transférées ailleurs. Plusieurs personnes ont raté, ont manqué ce détail très important et ça s'est vu dans leurs commentaires. Voilà. Et j'avais expliqué dans cette vidéo à la fin que j'avais prévu de faire une vidéo où j'allais te parler de la solution, de l'architecture de sauvegarde que l'on pouvait utiliser. Ben, voici aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te dire qu'il existe une seule architecture de sauvegarde, une seule solution pour sauvegarder tes données. Non, il y en a plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer grosso modo les idées globales qui peuvent t'aider à trouver la solution qui va aller pour toi. Et puis, je vais te parler aussi de celle que j'ai choisie et pourquoi. Alors, d'ailleurs, pourquoi on doit parler de sauvegarde? Eh bien, pour plusieurs raisons. Une, c'est qu'énormément d'informations que l'on a aujourd'hui, et pas seulement dans le monde de la photo, de la vidéo, beaucoup d'informations que l'on a se trouvent sous forme électronique. Et puis quand bien même ces informations-là ne sont pas forcément sous format électronique au départ, je pense par exemple à un diplôme par exemple que l'on reçoit en forme papier, eh bien si tu es comme moi, tu les as sûrement scannés afin de l'avoir un peu plus sécurisé quelque part sur un disque dur plutôt que d'avoir du papier qui peut s'abîmer dans le temps. Le problème, c'est que toutes ces informations électroniques sont stockées sur un disque dur et que ce disque dur, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quel que soit le prix que tu as payé, ce disque dur-là, un jour ou l'autre, il va périr. Ce n'est pas une question conditionnelle de si un jour ça pouvait arriver. Non, c'est une fatalité, ça va être le cas, on ne peut pas y échapper. La question, c'est que vas-tu faire pour justement éviter les dégâts? Que le jour où ça arrive, comment tu vas faire pour ne pas perdre forcément toutes les données que tu avais dessus? Parce que tu vas te rendre compte que le jour où ça arrive, le prix que tu vas perdre, le prix que ça va te coûter d'avoir perdu ces données, va être beaucoup plus important que le prix que tu as déboursé lors de l'achat de ce disque dur-là. Et bien sûr, les données qui sont dessus valent plus d'argent ou même au niveau émotionnel que le vulgaire disque dur en soi. Alors, quelles sont les solutions à notre disposition? Pour comprendre les solutions, il faut déjà comprendre qu'il existe une expression ou une idée, on va dire, dans le monde informatique, qui est que une information électronique n'existe que si elle est en 3 exemplaires. Alors très souvent on entend ça et on se dit oui ok d'accord, ça veut donc dire en gros on va faire du clonage et il me suffit d'avoir 3 disques avec l'information clonée sur les 3 disques et ces 3 disques je vais les brancher, alors soit les 3 disques vont être dans ma tour de PC ou de Mac ou bien en disque dur externe et puis voilà je suis tranquille, je suis en toute sécurité. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que l'idée les 3 exemplaires certes, mais le lieu a son importance. Le critère de lieu a son importance. Pourquoi? Parce que si on y réfléchit, on a un fichier, on peut parler d'un fichier image par exemple, on a le scénario où on achète 3 disques, A, B et C. Cette information se trouve sur A au départ, on décide de la cloner 2 fois pour qu'elle puisse se retrouver sur B et sur C. On a dans le scénario d'avoir les 3 disques à l'intérieur de l'ordinateur ou bien branchés en externe, qu'importe, c'est la même chose. Imaginons ce qui se passe si effectivement le jour où le disque, que ce soit A, B ou C, venait à périr, tes données, comme elles sont clonées sur les 2 autres disques, tu es tranquille. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question, mais quel était l'intérêt d'avoir un 3e?
au cas où peut-être les deux disques plantent. Ça peut être une solution. Mais l'idée des 3 exemplaires, ce n'est pas au même endroit. Plutôt, l'idée, ça serait qu'effectivement, tu as l'information de départ, on va dire qu'elle est sur ton disque A. Ensuite, tu vas avoir une copie de cette information-là sur ton disque B. Ce disque B peut être effectivement branché directement à ton ordinateur, peut être branché, se connecter à l'ordinateur grâce au Wi-Fi dans ton bureau ou dans ta maison. Mais le plus important, c'est que le disque C ne se trouve pas sous le même toit. Et ça, c'est une nuance très importante. Pourquoi? Ben, imaginons, si tu as les 3 disques sous le même toit, si ta maison, je ne te le souhaite pas, mais si ta maison vient à brûler, tu as tout perdu. Si ta maison vient à être inondée, ça arrive souvent dans certaines régions de France, tu as tout perdu. Si jamais tu as un court-jus, l'orage, etc. Chez mes parents dans le sud-ouest, l'orage est assez fréquent, et je sais qu'à chaque fois, ma mère débranche toutes les prises, etc. à cause de l'orage. Mais si jamais tu as un court-jus qui vient à griller, tu perds tout. Donc, l'idée d'avoir la 3e copie qui se situe dans un autre lieu est très importante. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais Tom, je ne sais absolument pas comment je vais régler mon problème. Comment je vais pouvoir faire ça? Écoute, moi, au début, jusqu'en 2014, eh bien, ce que je faisais, c'était que j'avais ce disque-là. Je crois que j'avais ce disque-là et un autre. J'avais mon ordinateur, à l'époque c'était un iMac, mais ça importe peu. Les données originales se trouvaient sur l'ordinateur. J'avais ensuite une copie de ces données-là qui était sur ce disque-là, on va dire. Et j'avais un 2e disque comme ça. Et régulièrement, je prenais le disque et je l'amenais à mon bureau. À l'époque, je travaillais encore chez Adobe et j'avais ça dans mon bureau, dans un des casiers. Voilà, j'avais mon disque là. Et régulièrement, une fois par semaine, eh bien, je prenais le disque, je rentrais à la maison et je faisais un clone, je le mettais à jour en quelque sorte, et le lendemain, je le reprenais pour le ramener au bureau. Alors, ça fonctionne, bien sûr. Le jour où, ça m'est jamais arrivé, mais imaginons qu'effectivement, malchance, le jour où j'ai les 3 exemplaires sous le même toit, il se passe quelque chose, j'ai tout perdu, oui. Mais bon, c'était ce que j'avais à l'époque. On pourrait même imaginer qu'au lieu d'avoir les 3 disques, on en a 4. C'est un petit peu l'histoire de la chèvre, le chou et la barque. Et on s'amuse, et le loup. Et on s'amuse à trouver un ordre pour éviter justement ce problème-là. Si tu as 4 disques, tu peux t'en sortir. Tu as toujours ton disque original, tu as toujours ta copie qui est à côté. Mais tu en as une qui reste à ton bureau tout le temps. Et donc, tu en as une qui est transitionnelle et qui reste à côté. Et donc tu mets à jour, tu vas au bureau, tu prends ton disque, tu la mets au bureau, il reste au bureau celui-là. Tu prends l'autre disque, tu rentres chez toi et une semaine plus tard, par exemple, tu le mets à jour, tu reprends ton disque, tu revois au bureau, tu fais l'échange, et ainsi, tu n'as jamais toutes tes données sous le même toit. Ça peut être une solution. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Une autre solution qui est faisable aussi, ça serait de se dire que, eh bien, alors quand j'ai le bureau, ça peut être aussi ton voisin, ça peut être aussi chez tes parents, quelqu'un de ta famille, un copain à toi. Tout ça, c'est faisable. Tu peux aussi te dire qu'au lieu d'avoir physiquement un disque que tu déplaces manuellement comme ça, eh bien, tu pourrais très bien, si tu le peux, si tu as l'architecture, l'infrastructure pour le faire, eh bien, envoyer tes données sur un disque à travers Internet, chez tes parents, chez ton frère, ta soeur, quelqu'un de ta famille, ton copain. Tu pourrais très bien le faire de la sorte. Mais ça demanderait quoi? Ça demanderait que de l'autre côté, que ce soit à l'autre maison, à l'autre bâtiment, il y ait une solution de stockage. Ça demanderait que cette solution de stockage puisse être connectée, puisse communiquer à travers Internet depuis chez toi et inversement. Et donc, ça veut dire une bonne connexion Internet quand même. Donc, voilà ce que ça peut demander. Une autre solution, ça serait, eh bien, au lieu d'avoir à faire une façon plus personnelle, comme je viens de te décrire, eh bien, c'est de faire appel à des sociétés qui, elles, proposent d'utiliser leur serveur de stockage qu'ils ont en masse et qui te proposent des solutions qui utilisent Internet justement pour envoyer tes informations sur leur serveur et ainsi faire stocker l'information et faire des sauvegardes de la sorte. Et dans cette solution-là, il faut quand même souligner un point très important. Le mot cloud. Un mot qui, assez intéressamment, depuis quoi? Allez, 10 ans 10, allez,
On lui donne combien d'âge, le mot cloud? 10, 15 ans max. Avant ça, le cloud, on n'en entendait pas parler. Aujourd'hui, le cloud, on le dit tout le temps. Ah non, mais j'ai ça dans le cloud. Ah, ma musique, elle est dans le cloud. Ah oui, j'ai mis ça dans le cloud hier. Voilà, donc on balance le cloud comme ça, comme si c'était la même chose pour tout le monde dans tous les cas, et ça ne l'est pas. Et c'est ça la chose qu'il faut faire très attention. Quand on pense à des solutions, par exemple, le Creative Cloud d'Adobe, quand on pense à iCloud d'Apple, quand on pense à OneDrive, quand on pense à Dropbox, ces solutions-là ne sont pas, il y a certaines exceptions parmi elles, mais dans la majorité de ce qu'elles proposent, et surtout de la façon dont elles ont démarré ces solutions-là, ce n'étaient pas des solutions de sauvegarde. D'ailleurs, elles ne le sont toujours pas, des solutions de sauvegarde en soi, réellement. C'est des solutions qui te permettent de synchroniser tes données avec le cloud, afin que ces données-là puissent être accessibles depuis un ordinateur portable, un autre ordinateur de bureau ailleurs, ou bien un téléphone portable, une tablette. L'idée, c'est d'avoir tes informations qui peuvent être synchronisées à travers toute l'architecture informatique que tu utilises, tous tes appareils. Voilà l'idée, en fin de compte, de ces solutions-là, de synchroniser. Mais elles n'offrent pas réellement une solution de backup en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années de ça, et ça arrive encore, des gens qui se font avoir, mais ils ont changé un petit peu leur politique, et c'est quand même pour le mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont dit, j'utilise iCloud par exemple, donc j'ai envoyé mes données comme ça sur le serveur. Il faut que je dise aussi OneDrive, parce que sinon tout le monde va dire, ah, c'est parce que c'est Apple. Non, on va parler de OneDrive aussi, Dropbox, idem. Ils envoyaient leurs données sur les serveurs, et puis ils disaient, de toute façon, mes données sont sur le cloud maintenant, donc ça tombe bien, parce que j'ai plus beaucoup d'espace disque dur sur ma machine, donc je vais pouvoir effacer les fichiers que j'ai, et puis à n'importe quel moment, je peux les récupérer du cloud quand j'en ai besoin. Et la problématique, c'est que le jour où ils en ont eu besoin de leurs fichiers, qu'ils ont essayé de les récupérer sur le cloud, ils se sont aperçus que les fichiers n'existaient plus. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions de synchronisation des données, et non pas les solutions de sauvegarde. Donc quand tu supprimais le fichier, et ça se passe encore toujours de la sorte, quand tu supprimes le fichier sur ton ordinateur, eh bien ce fichier-là, il va être marqué comme étant supprimé sur le serveur, et il le supprimait. Et donc tu ne pouvais ni le récupérer depuis ton ordinateur, ni ton ordinateur portable, ni ton téléphone portable. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont fait avoir à perdre énormément de leurs données. Alors, comme ça fait énormément de remue-ménage, tout ça, et pour de bonnes raisons, eh bien les sociétés ont choisi d'introduire une règle qui va dire qu'on garde vos fichiers pendant 7 jours après la suppression ou 30 jours après la suppression. C'est pour ça que d'ailleurs sur le Creative Cloud, si tu supprimes un fichier du Creative Cloud, eh bien il va dire ça va dans la poubelle, et je me souviens plus si c'est 30 jours, 60 ou 90 jours. Bref, il y a quand même toujours cette idée-là. Et quand, d'autant plus ces sociétés-là, quand tu synchronises les données, c'est vraiment le fichier en entier qui est envoyé sur le cloud. Constamment, toutes les nouvelles versions de ton fichier, c'est toujours le gros fichier en soi. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment des solutions de sauvegarde. Mais il existe aussi les solutions dites de sauvegarde. Et c'est là qu'elles sont différentes. C'est-à-dire que ces services-là sont beaucoup plus intelligents. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que dans les services de synchronisation, iCloud, OneDrive, etc., tu t'apercevras que ce n'est jamais du stockage illimité. Ces sociétés se font de l'argent sur le volume qu'ils mettent à ta disposition dans le cloud. Et ça peut coûter très cher. Par contre, les sociétés qui proposent des solutions de sauvegarde, il y en a plusieurs, hein. Il y a Blackblaze, il y a CrashPlan, il y a eDrive, qui est iDrive en anglais, il y a Carbonite, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Ça serait trop difficile de les nommer, et je ne vais pas passer mon temps non plus à te faire un tableau de comparaison avec tout ça. Ce que je vais faire, c'est que dans l'article blog, je vais te mettre le nom de certaines compagnies, et tu vas aller par toi-même regarder les restrictions et les services qu'ils proposent. Ça sera quand même le mieux. Mais de toute façon, tu sauras déjà, grâce à la vidéo, quelle solution j'ai choisie. Bref, ces solutions de sauvegarde-là, eh bien, ils ont des critères différents. Déjà, dans la majorité d'entre elles, pour pas dire toutes, parce que je ne les ai pas toutes vues, mais la majorité d'entre elles, quand tu vas mettre à jour tes données, c'est-à-dire que tu travailles sur un fichier, il est mis à jour, ça va envoyer le fichier vers les serveurs de ces sociétés-là,
Mais au lieu que ce soit tout le fichier en soi, eh bien, il y a un petit programme qui analyse en fin de compte les données, les bits à l'intérieur de ces fichiers-là, et ne va en fin de compte prendre que l'information qui a changé. Et l'avantage que ça a, c'est que le fichier est forcément moins gros à envoyer. Donc ça, c'est un avantage. Ça peut prendre du temps à analyser, à faire la différence entre le fichier que tu as sur ta machine et le fichier que tu as sur leur serveur. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, hein. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide que d'envoyer la totalité de l'information. L'avantage aussi, c'est que si tu n'as pas une grosse connexion Internet, eh bien, c'est des solutions qui sont encore viables. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les solutions du cloud, c'était en 2014, je n'avais pas la fibre, j'avais encore la DSL. Donc c'est un critère qui peut être intéressant. Une autre chose aussi, c'est qu'en fonction des sociétés, les services qu'ils proposent, eh bien, ils peuvent avoir des limitations. Non pas forcément en stockage, il y en a certains qui ne sont pas en stockage illimité, d'autres proposent du stockage illimité, mais ils vont introduire des restrictions tant qu'au type de fichiers qu'ils vont accepter. Par exemple, certains ne vont pas accepter que tu copies des fichiers vidéo, parce qu'ils savent très bien que, dans un sens, ils te proposent un volume de stockage illimité sur leur serveur, mais ils se disent, après tout, s'ils veulent m'envoyer des fichiers vidéo, les fichiers vidéo, c'est assez volumineux, ça va être assez gros, ça va nous coûter de l'argent, à nous, entreprise. Donc on va leur dire, non, les fichiers vidéo, on ne les accepte pas. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'HD, ils avaient déjà introduit ça à l'époque de l'HD, mais t'imagines, après l'HD, on a la 4K, la 5K, la 8K, tu t'imagines la taille des fichiers, rien qu'à voir, quand moi j'envoie, comme la vidéo qui sort là maintenant, celle-là, quand je vais l'envoyer sur YouTube, c'est un fichier, je m'attends, qui va faire à peu près 15 à 20 gigas. Donc c'est quand même assez important comme fichier vidéo. Donc ils mettent des restrictions comme ça. Certains d'autres vont refuser que les informations soient des informations système, par exemple. Ni Windows, ni macOS, ni Linux. Certains vont pas accepter d'avoir les fichiers de type log ou les types de fichiers backup, par exemple, parce qu'ils considèrent que ces fichiers-là, c'est des fichiers qui n'ont pas de valeur d'un point de vue sauvegarde. C'est un petit peu le même principe que le fichier qui contient les aperçus dans Lightroom. Ce fichier-là n'a pas vraiment d'intérêt à être sauvegardé. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, enfin, si tu as l'espace, fais-le. Hein. Si tu as l'espace, la bande passante, etc., tu peux le faire. Mais ce fichier-là, il peut être régénéré à volonté à n'importe quel moment. Donc, c'est pas vrai. Si tu le perds, tu n'as pas perdu de données en fin de compte. Donc voilà, tu peux avoir différentes restrictions sur les données. Et puis, tu peux avoir ensuite certaines limitations tant qu'aux services proposés. Est-ce que certains vont proposer le cryptage des données qui partent de ton ordinateur vers leur serveur? Et puis une fois sur leur serveur aussi, est-ce qu'elles sont cryptées? Certains vont te proposer peut-être des serveurs qui vont être plus proches de toi, plutôt que d'avoir tous leurs serveurs aux États-Unis, par exemple. Certains vont te proposer une certaine garantie tant qu'au nombre de backups qu'ils vont avoir de leur propre serveur. Je pense par exemple à OVH. Tu as peut-être entendu parler de ça, puisque c'est une société française qui a à peu près 2-3 ans, il y a eu ce problème où, assez bizarrement, hein, parce que c'est une société quand même assez grosse qui propose des services aux entreprises et aux particuliers, et pourtant, eh bien, leurs serveurs, ils ont eu un problème et des milliers de personnes ont perdu leurs données du jour au lendemain. Donc, tout ça peut faire varier le coût de certains services, etc. Et donc, ça vaut le coup d'aller visiter, de voir ce qu'ils proposent. Certains vont même proposer, c'est le cas de Blackblaze, par exemple, va proposer que si tu as perdu tes données chez toi, tu as besoin de faire une restauration, plutôt que de télécharger, parce qu'ils le proposent tous, hein, de télécharger tes données. Soit tu peux le télécharger depuis ton téléphone, depuis une application, soit depuis ton ordinateur. Mais ça peut prendre beaucoup de temps à récupérer toutes ces données-là. Eh bien, ils te proposent aussi, Blackblaze et puis d'autres, de t'envoyer un disque dur contenant toutes tes données. Et ainsi, tu reçois ça par la poste, tu fais ton backup, tu récupères tes données, et soit tu gardes le disque, mais bon, ils t'ont facturé, soit tu leur renvoies le disque et ils te remboursent ce qu'ils t'avaient facturé au départ. Voilà. Donc ça peut être des solutions assez intéressantes. Donc voilà la différence que l'on peut trouver entre des solutions réelles de sauvegarde et les solutions simplement de synchronisation des données à travers toute ton architecture informatique. Ensuite, un autre point qui serait intéressant de parler, ça serait en ce qui concerne les disques durs.
On avait vu dans la vidéo que j'avais sortie l'année dernière, je t'avais expliqué les différences des disques que l'on pouvait trouver sur le marché entre les gros disques, tels que ce qui contient à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un boîtier, hein, celui-là. Donc ça, ou bien des SSD, etc. Je ne vais pas re-rentrer dans la différence des uns et des autres, vitesse, etc. Si tu n'as pas vu ou si tu as besoin d'une cure de rattrapage, je t'invite à aller visionner cette vidéo que j'avais faite à l'époque. Voilà. Il y a une solution que j'ai commencé à utiliser en 2014. Non seulement à la fin 2014, j'ai commencé à utiliser le cloud, et je vais revenir sur le cloud prochainement, mais j'ai commencé à utiliser une solution pour le disque dur de copie. À l'époque, j'avais un iMac, à l'époque, mais bon, l'ordinateur n'a pas d'importance, et j'avais donc forcément un disque dur à l'intérieur, et mes données original, si tu veux, était sur l'ordinateur, comme tout un chacun. Et au lieu d'avoir un disque comme ça, eh bien, j'ai décidé d'investir dans ce que l'on appelle un NAS. Un NAS, c'est quoi? Ben déjà, un NAS, c'est déjà un acronyme. C'est un acronyme qui, et tu vas voir le nom, je vais te l'écrire ici. NAS, ça veut simplement dire Networked Attached Storage, qui veut dire en français, c'est une solution de stockage qui se branche sur le réseau. Ainsi, les données que tu stockes sur ce NAS vont être accessibles de par Internet sur ton propre réseau. Ça veut dire via ton câble Ethernet ou bien via le Wi-Fi à l'intérieur de ton réseau chez toi. Et j'avais choisi une solution qui était proposée par Drobo. J'avais fait une vidéo à l'époque, le lien s'affiche ici. Et je t'expliquais pourquoi j'avais choisi cette solution. C'était une solution, Drobo venait de sortir, c'était une nouvelle société américaine et qui faisait fureur dans tout le monde créatif, photographe et vidéo, parce que par la simplicité de la solution. C'était configurable, mais c'était extrêmement simple à configurer. C'était nouveau aussi la capacité de pouvoir... il y avait un problème avec un disque, tu pouvais le sortir et le remplacer, etc. comme ça, sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Il y avait un système assez intelligent. Déjà, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais on aurait pu à l'époque. Donc, c'était une solution que j'aimais beaucoup. Mais c'était très clair qu'une solution comme ça n'était pas une solution pour travailler sur les données directement sur le NAS. C'était vraiment une solution de stockage. Et un NAS, d'ailleurs, j'aurais pu te le montrer, c'est ça. Voilà, ça c'est un NAS. Voilà, pas fait par Drobo. C'est un NAS et en fin de compte, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur en soi. Et c'est un ordinateur qui va contenir plusieurs disques durs à l'intérieur. Tu vas les voir sur le devant ici. Là, tu les vois dans la baie. Et en l'occurrence, celui-ci, il a 6 baies. Voilà, 6 baies. Et à l'intérieur de ça, si je le tire, eh bien, tu peux voir le type de disque que l'on a, vraiment classique. Voilà. Donc, je le remets. Et donc, j'avais cette solution-là. Et donc, du coup, j'avais mes données sur l'ordinateur. Les données d'archives étaient là-dessus. L'avantage que ça avait, c'était que si jamais, quand jamais, le disque dur d'archives, si tu veux, venait à périr, eh bien, j'avais le système qui permettait justement d'avoir les autres disques avec l'information. Et puis, je vais revenir d'ailleurs sur ce système-là dans une seconde. Donc, j'avais fait l'acquisition de cette solution-là et je l'ai utilisée pour pas mal d'années. Et puis après, ça a évolué. J'ai décidé d'acheter un autre NAS, une autre solution de chez Drobo, qui était un DAS. DAS. Au lieu de se connecter vers ce serveur-là de façon par Internet, par réseau, en fait, tu le connectais par soit USB, soit Firewire. Voilà, à l'époque. Et donc, c'était le 5D que j'avais à l'époque. Je ne te parle pas de l'appareil photo, bien qu'à l'époque, c'était effectivement le 5D Mark III que j'utilisais. Bref, donc j'avais ce DAS et je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Et l'avantage que ça avait d'avoir ce DAS par rapport au NAS, c'était que comme la connexion était USB et Firewire, qui était très rapide, eh bien ça me permettait de travailler directement sur ce disque-là. Et donc, ainsi, je pouvais complètement séparer l'information, par exemple mes photos, pour parler concrètement, mes photos n'étaient pas sur mon ordinateur principal, mes photos étaient sur
sur le DAS directement. Le DAS avait 5 B également, 5 disques, donc je pouvais perdre un disque sans problème, et j'utilisais déjà à ce moment-là, j'utilisais le cloud qui était ma troisième copie à ce moment-là. Mais ça me permettait de découpler l'ordinateur de mes données, et c'est toujours une bonne chose à faire. Si tu as la chance d'avoir une machine qui contient plusieurs disques durs, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas placer les données qui t'intéressent sur le même disque dur qui contient tes données système. Voilà. Surtout si tu es sur un Windows. Je plaisante pas en fait en disant ça. Pourquoi? Parce que si jamais tu as un problème système, tu vas t'apercevoir que ça peut être très très difficile de récupérer les données qui sont dedans. C'est pour ça que j'ai jamais utilisé, qu'on soit sur Windows ou sur Mac par exemple, dans l'OS, sous l'utilisateur, on a, dans les deux cas, même chez Linux, on a un répertoire qui s'appelle mes documents par exemple, et mes photos, voire même mes vidéos. Et les gens ont tendance à utiliser ces répertoires-là. Dans certains cas, on n'a pas le choix. Je pense par exemple à Lightroom, non pas classique, l'autre Lightroom, celui du cloud. Eh bien lui, quand on l'installe, automatiquement, la librairie, les données, les photos vont se stocker dans le répertoire photo, image. Voilà, t'as pas le choix, malheureusement. Eh bien, je n'ai jamais utilisé ces répertoires-là. Je n'aime pas les utiliser. J'ai toujours décidé d'avoir mes fichiers à l'extérieur sur un autre disque. Et si tu me dis, ouais, Tom, c'est pas... J'ai un seul disque dans ma machine, mais j'ai fait une partition. J'ai fait plusieurs partitions. Mais ça ne règle pas... C'est un peu mieux, hein, c'est un peu mieux parce que tu as séparé les systèmes du reste. Mais donc ça règle le problème côté software, mais ça ne réglera pas le problème, effectivement, si le disque vient à périr. Voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir le système séparé des données importantes. Bref, c'était une petite parenthèse que je voulais placer comme ça. Donc, j'avais donc ce DAS là, non pas celui-là, mais celui de Drobo, et j'ai même fait l'acquisition, quand j'étais en déplacement, d'un mini Drobo. Le mini Drobo, c'était une version qui était encore plus rapide, puisqu'elle contenait en fin de compte des SSD, 4 SSD. Donc c'était plus rapide que les disques, les gros disques que je t'ai montrés, qui sont à l'intérieur de celui-ci, qui se connectaient, pareil, FireWire et USB, donc c'était vraiment super. Pour éditer la vidéo, etc., c'était remarquable. En plus, comme c'était mini, quand tu es en déplacement, et c'était souvent mon cas, eh bien, je pouvais prendre ça, c'était petit, je peux pas venir en France avec ça, c'est pas possible, voilà. Donc c'était très pratique. Et puis, cela dit, avec le temps, eh bien, j'ai décidé de ne pas utiliser la solution Drobo, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, le Drobo Mini, à un moment donné, je m'apercevais que j'avais plus d'utilisation, donc j'ai réussi à le vendre sur eBay. Et puis, l'année dernière, c'est là que j'ai décidé, en fin de compte, de ne plus utiliser le DAS de chez Drobo et de trouver une autre solution. Alors, pourquoi cela? Parce que la problématique du DAS, l'avantage du NAS, il y a plusieurs avantages du NAS par rapport au DAS. L'avantage auquel je pense, c'est que on n'est pas limité à avoir le boîtier juste à côté de ton ordinateur, de là où tu travailles. Parce que ces disques-là, eh bien, ils peuvent être bruyants. C'est pas tant la machine elle-même, bien qu'il peut y avoir la ventilation, mais ces disques-là, ces disques mécaniques, qui ne sont pas les SSD, eh bien, ça fait du bruit hein, quand ça tourne. Et donc, tu as tout ce bruit-là, en bruit de fond, qui avait tendance à m'énerver. Voilà. J'aspirais, en fin de compte, au silence. Après tout, on commençait à avoir ça fait quand même un bout de temps qu'on avait des ordinateurs qui utilisaient des disques SSD, qui étaient un système de ventilation à l'intérieur extrêmement silencieux, etc. Et à côté de ça, tu avais ce serveur-là à côté qui faisait du bruit, et je ne le supportais pas. Et du coup, c'est véridique ce que je te dis, je l'avais même mis derrière moi, il y a un bureau. Et c'est littéralement un bureau, c'est pas une table, hein, c'est littéralement mon ancien bureau. Et donc, il y a l'espace pour les jambes du bureau. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais réussi avec un câble, c'était même de l'USB, c'était du Thunderbolt, le DAS que j'avais. Et donc le câble était relativement long, entre guillemets. J'arrivais à avoir quoi, 1 mètre, je
crois qu'il devait faire 1 mètre ou quelque chose comme ça. Et j'avais réussi à faire en sorte que l'ordinateur soit sur le dessus du bureau pour que le câble puisse aller dessous. Et j'avais mis le DAS sous le bureau et j'avais un carton qui bloquait en fin de compte le trou. Et donc ainsi ça coupait le son, le murmure qu'on avait de ce serveur-là. Donc voilà, au bout d'un moment, je ne supportais plus le bruit. Et je me suis dit, tiens, les NAS ont tellement évolué maintenant que, eh bien, on peut avoir des NAS qui sont assez performants. Il faut savoir une chose, c'est que sur les NAS, eh bien, certes, on a cette connexion Ethernet qui, quand on a un câble, si on a la chance d'avoir un câble de 1 gigabit, 1 gigabit, ça, en grosso modo, c'est équivalent à 120 mégasecondes. Comme ça, tu fais un gigabit, c'est 1000 bits. 1000 bits, tu divises par 8. Voilà comment. Donc, c'est 120 mégas à la seconde. Voilà le débit que l'on peut avoir. Donc, on peut très bien avoir des disques que tu vas mettre à l'intérieur qui peuvent être très rapides, mais bon, tu es quand même limité par cette connexion. Et si tu te connectes par le Wi-Fi, tu es encore plus lent, bien entendu. Mais j'ai découvert qu'il y avait des NAS qui étaient extrêmement rapides, parce qu'ils permettaient d'avoir une connexion avec non pas une connexion à 1 gigabit, mais à 10 gigabits. Donc ça, c'est la vitesse maximum que tu peux avoir de transfert. Il faut quand même relativiser. Mais au moins, on n'a pas ce bottleneck, on n'a pas cet entonnoir de par la connexion. Après, tu as quand même des disques à l'intérieur qui ne sont pas des SSD, et donc qui tournent, c'est des 7000 ou des 5000 tours minutes, etc. Bref, donc j'avais vu ça et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. L'avantage aussi des NAS, c'est qu'on a la possibilité... Les NAS, il faut comprendre que c'est un ordinateur en soi. C'est pas Windows qui tourne dessus, c'est une sorte de version Linux en gros. Et l'avantage que ça a, c'est que tu peux installer plusieurs choses. Alors certaines personnes vont vouloir peuvent installer Windows s'ils veulent, hein, en VMware, en machine virtuelle. Mais on peut installer des serveurs de médias par exemple. Donc si tu regardes des vidéos sur ta télé et que tu as envie d'avoir des fichiers vidéo sur un serveur quelque part, eh bien tu peux très bien faire tourner ce serveur-là sur un NAS. Et donc j'utilise Plex à la maison, sur la télé, et donc du coup, bah, effectivement, j'ai des fichiers vidéo, et je mettais les fichiers, ça me permettait d'accéder depuis ma télé aux fichiers que je peux avoir qui tournent là-dessus. L'avantage de ces NAS aussi, c'est que ils me permettent d'accéder à mes données quand je ne suis pas au bureau. Alors, je peux déjà accéder à mes données de par le cloud, la société que j'utilise pour ma solution de sauvegarde, mais le fait qu'à n'importe quel moment, je peux accéder directement, et en quelque sorte, presque des fois plus rapidement, les fichiers que j'ai sur mon NAS, ça peut être assez intéressant. Et pas uniquement si je suis en dehors de chez moi. Si par exemple, je suis dans mon canapé, je suis sur mon ordinateur portable et j'ai envie de regarder des images, etc. J'ai besoin des images pour préparer un email ou autre, eh bien... mon ordinateur ici, il est éteint. Mon serveur, il tourne 24 heures sur 24, le NAS. Donc, du coup, à n'importe quel moment, je peux récupérer effectivement mes images de cette façon-là. Donc, il y a quand même un gros avantage. Donc, je vais te parler de mon NAS ici. Et ce NAS-là, du coup, quand je l'ai acheté l'année dernière, eh bien, j'ai pu le mettre de l'autre côté de mon studio. Et non pas simplement sur une table. Non, non, j'ai pu le mettre dessous. Et j'ai plein de choses devant. Je ne bouge pas l'air, hein, donc il y a quand même de l'air qui circule, etc. Mais c'est caché au loin, comme ça. Et j'ai une connexion 10 gigabits vers mon Mac Studio que j'ai ici. Et donc j'ai ça comme connexion. Et l'avantage, c'est que je ne l'entends pas. Voilà, il n'y a aucun murmure, il n'y a pas de bruit. C'est le silence total dans le bureau et c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Le seul bruit que je tolère, c'est quand j'imprime. Voilà, c'est le seul bruit que je tolère. Donc... ce NAS-là, de quoi il s'agit? Tu auras les détails de ce NAS, bien sûr, dans l'article blog, mais je peux déjà te dire de quoi il s'agit. Il s'agit du NAS de Synology. Alors, Synology ne sont pas les seuls à proposer des NAS. On va dire qu'il y a en gros 2 grosses sociétés pour les NAS sur le marché. On a Synology et on a QNAP. Quand j'ai regardé en fin de compte et Drobo n'existe quasiment plus, hein, voilà, Drobo n'existe vraiment plus. La différence principale entre QNAP et Synology, il y a beaucoup de similarités. Il y a les prix qui ne sont pas forcément les mêmes, mais la grosse différence qu'il peut y avoir, c'est que QNAP est un petit peu plus orienté
professionnel, expert, expert dans le domaine de la gestion de ce type de serveur. Donc d'un point de vue interface, c'est extrêmement paramétrable, mais pas forcément très user-friendly, comme on dit, donc pas forcément très facile. Je m'en serais sorti, il n'y a pas de souci, je suis un ancien ingénieur en informatique, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas l'utiliser. Mais j'avais pas forcément envie d'une solution où je galère à paramétrer, etc. Et du coup, j'ai choisi Synology. J'avais vu le rapport qualité-prix. Je me rappelle plus du tarif que j'avais. Bien sûr, les disques durs que j'avais dans le Drobo, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, j'avais, en fin de compte, toutes mes données. Elles existaient sur le Drobo, mais elles existaient aussi sur des disques que j'avais, c'est-à-dire les disques externes dont je t'ai parlé dans la vidéo que j'ai sortie l'année dernière. Et donc, j'avais toutes mes données qui étaient là-dessus. Donc, du coup, j'ai pu prendre les disques que j'avais dans le Drobo et j'ai pu les mettre dans le Synology. Bien sûr, il a reformaté le total, mais ça a été très facile. En moins d'une heure, j'avais tout paramétré et tout fonctionné. Et ce qui était super, c'est que effectivement, non seulement j'ai toutes mes vidéos, etc., j'ai toutes mes photos dedans, j'ai effectivement tous les films vidéo qui ne sont pas des YouTube, hein, des films de mon serveur, de mon serveur média dont je te parlais tout à l'heure. Donc j'ai tout ça. J'ai également mon Time Machine. Time Machine, c'est la solution qui crée des snapshots, qui fait la solution de sauvegarde en fin de compte à l'intérieur de macOS. Et donc les données elles-mêmes qui sont sauvegardées, Time Machine est stocké sur Synology. Tout ce que je te dis là, c'est pas propre à Synology, hein. J'aurais pu avoir la même chose sur QNAP. Donc, j'ai pu paramétrer ça. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est un NAS de 6B. Je n'utilise pas aujourd'hui les 6B, puisque j'avais, en fin de compte, 5... non, j'utilisais 4 disques à l'époque. J'avais 4 disques durs dans le Drobo. Je n'ai jamais utilisé les 5. J'avais pas autant de stockage que ça. Mais 6 disques, c'était quand même 4 Tera chacun, hein. Donc, ça fait quand même pas mal de disques d'espace. Et donc, j'avais ça dans... j'ai pu prendre les disques, je les ai mis là-dedans. Et j'ai acheté, j'ai acheté un disque supplémentaire. Et en fait, il s'avérait que très rapidement, un des disques, j'ai eu une alerte par le serveur qui m'a dit « Attention, j'ai un disque là, il n'a pas l'air très très performant. Et donc, il vaudrait mieux le changer. » Du coup, je l'ai changé. Et j'ai acheté un autre disque que j'ai mis à la place. Donc, à l'heure actuelle, j'ai effectivement 3 disques de 4 Tera et j'ai 2 disques de 6 Tera. Voilà. Alors, justement, puisque je te parle de nombre de disques, de plusieurs Tera, etc., est-ce que ça veut dire que en gros, j'ai 6 plus 6, ça fait 12, et 3 fois 4, ça fait 12, j'ai 24 Tera? La réponse est non. Et justement, je vais t'expliquer. On a vu l'année dernière, quand j'ai fait la vidéo sur les 2 disques durs externes que j'utilisais, je t'ai parlé du RAID. Je vais faire un petit récap du RAID. Le RAID, c'est quoi? C'est en fait une solution de redondance de plusieurs disques. D'ailleurs, RAID, R-A-I-D, ça veut dire quoi? Ça veut dire redundant. Le A, c'est array. Le I, c'est... Alors, ça peut être deux choses. Soit independent ou soit inexpensive. Et le D, c'est disque. Si on traduit ça en français, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est simplement un groupe de disques indépendants qui offre une solution de redondance. Voilà. Et il existe plusieurs types de RAID. Les RAID dont je vais te parler de RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10. RAID 0. RAID 0, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je t'avais expliqué dans la vidéo concernant ces disques-là. RAID 0, c'est en fin de compte, tu vas avoir au minimum 2 disques. Et d'ailleurs, c'est assez curieux qu'on l'appelle RAID 0 et tu vas comprendre pourquoi. RAID 0, c'est quoi? C'est-à-dire que l'information est stockée en fin de compte sur les 2 disques. Quand tu vas déplacer tes fichiers sur ces disques-là, en réalité, tu ne vois qu'un seul disque, mais il y en a 2. Et il va écrire sur les 2 disques. L'avantage que ça a, c'est que la vitesse d'écriture et de lecture est vraiment
très intéressante. Pourquoi? C'est un peu comme une autoroute. Si tu as une autoroute à 2 voies et une autoroute à 3 voies, tu peux imaginer que si tu as 3 voies, le flux va être beaucoup plus rapide. C'est exactement la même chose. Au lieu d'écrire toute l'information sur un seul disque, là, l'information, elle est divisée en deux et un petit peu est écrite ici, un petit peu est écrit là. Donc du coup, c'est plus rapide. Et pourquoi je te disais que RAID 0, en fin de compte, ça ne devrait même pas s'appeler du RAID, c'est que dans le mot RAID, je t'ai dit qu'il y avait le R qui voulait dire redondance. Or, le RAID 0 n'offre absolument aucune redondance puisque les données sont stockées en partage, si tu veux, à travers ces deux disques-là. Ce qui veut dire que le jour où tu as un disque qui tombe, tu as perdu toutes tes données. Les données qui sont sur le deuxième disque ne sont pas récupérables. Donc l'avantage de cette solution RAID 0, c'est en fin de compte pour la rapidité d'écriture. C'est ce que j'ai là-dessus, sur ce disque-là, et sur un autre qui est branché. Ça me permet de travailler sur ces disques-là, ou du moins de les accélérer de façon rapide. Voilà. Donc voilà à quoi sert le RAID 0. Le RAID 1, c'est quoi? Eh bien, tu vas avoir deux disques. Tu vas avoir deux disques, donc on peut imaginer ça. Je vais en prendre un plus petit, ça va être plus léger pour moi. On peut imaginer un autre disque ici. Voilà, on a deux disques. Et au lieu d'écrire l'information sur A et sur B, et bien ce que l'on va avoir, c'est qu'en fin de compte, on va toujours voir qu'un seul disque quand on va écrire ou lire dessus. Mais en fin de compte, au lieu d'avoir toute l'information qui est écrite sur les deux disques en partage comme ça, indépendamment, et bien en fin de compte, tu vas écrire, tout va être sur un disque et elle va être dupliquée sur l'autre disque. L'avantage, c'est que le jour où tu as un disque qui tombe, eh bien toutes tes données sont récupérables sur ce disque-là et tu as juste à changer ce disque-là. Voilà l'avantage, ça c'est le RAID 1. Au niveau écriture, bien sûr, comme tu vas devoir écrire là-dessus et là-dessus, eh bien, tu n'as pas les performances du RAID 0, mais tu as la redondance. Donc le RAID 1, c'est réellement un RAID. Mais ça ne vaut que si tu as deux disques. Alors qu'est-ce qui se passe si tu as plus de deux disques? C'est mon cas ici. Eh bien, c'est là que va intervenir, en fin de compte, le RAID 5. Alors, le RAID 5, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'au lieu d'avoir... C'est un peu la même chose, si tu veux, que le RAID... que celui-là. Mais tu vas avoir trois disques. Donc, 3 disques au minimum. Après, il n'y a pas de maximum. Mais si tu as au moins 3 disques, à ce moment-là, tu vas utiliser le RAID 5. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on va utiliser ça. Donc, ceci, l'information est stockée à travers ces 3 disques. Mais si tu as un disque qui tombe, au moins, le total continue à fonctionner sur ces deux disques. Alors, ce que ça veut aussi dire, c'était que quand on avait RAID 1, si celui-ci fait 1 Tera et celui-là fait 1 Tera, en réalité, tu te retrouves à ne plus avoir 2 Tera, mais à avoir en réalité un seul Tera de stockage, parce que l'autre Tera de stockage, il est utilisé comme backup intégré à l'intérieur de ce RAID-là. Quand tu en as 3, comme ça, en RAID 5, imagine 1 Tera, 1 Tera, 1 Tera, et bien en réalité, ce que tu vas avoir, ça va être 2 Tera de données. Et ça varie, donc plus tu as de disques. Ensuite, tu as le RAID 6. Alors, le RAID 6, c'est un peu comme le RAID 5. Seulement, au lieu d'avoir... Tu ne peux pas l'avoir sur 3 disques, il faudrait que tu en aies au moins 4. L'avantage du RAID 6, c'est que, eh bien, au lieu d'avoir d'être sécurisé si tu perds un disque, eh bien, tu es sécurisé si tu perds 2 disques. Donc, tu as le droit de perdre 2 disques. Et tu as toujours tes données qui sont stockées sur les 2 autres. L'avantage que ça a, c'est que, effectivement, est-ce que ça arrive souvent de perdre 2 disques? Ces 2 disques-là, ils vont pas se casser immédiatement. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un disque qui va avoir un problème. Et si tu tardes à changer ce disque-là, eh bien, ça peut amener justement à un des autres disques à être endommagé. Et c'est là que tu vas être retrouvé dans la solution à perdre les 2 disques. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant d'avoir le RAID 6 pour pouvoir justement sauvegarder tes données et avoir la possibilité de perdre jusqu'à 2 disques. Et puis ensuite, il y a l'autre RAID qui est le RAID 10. Et pour se rappeler du RAID 10, eh bien, en fin de compte, le RAID 10 est une combinaison de RAID 0 plus RAID 1. Et en fait, c'est quoi? C'est que en fin de compte, tu vas avoir le RAID 1, tu as 2 disques ici, et puis tu vas avoir 2 autres disques ici, qui vont être en RAID 1 également. Et par-dessus, tu as un RAID 0. Donc l'avantage, c'est que l'information, elle est écrite rapidement grâce au RAID 0 à travers ces 2 unités ici. Et c'est à l'intérieur de ces 2 unités-là, tu as un RAID 1.
ce qui te permet en fin de compte que tu peux perdre jusqu'à 2 disques, mais tu as l'avantage de la rapidité. Donc voilà, grosso modo, la différence entre les différents RAID que l'on a. Il existe un autre RAID qui est proposé, c'était le cas pour Drobo, c'est le cas pour Synology, c'est le cas aussi pour QNAP. Généralement, ils se servent de leur propre nom, plus ils rajoutent quelque chose. Chez Synology, ça s'appelle le SHR, qui veut dire en fait Synology Hybrid RAID, donc le RAID hybride de Synology. Hein. Et l'avantage que ça peut avoir, c'est que dans le cas de Synology, c'est la même chose chez QNAP, ça te permet d'avoir, comme ce que j'ai ici, des disques durs que tu vas mettre dans chacune des baies, de tailles différentes et de vitesses différentes. Alors pourquoi c'est un avantage? Ben, si tu démarres, si tu achètes et que tu n'as pas de disque existant, pas d'intérêt. Parce qu'au début, ça n'a pas d'intérêt parce qu'effectivement, si tu as envie d'acheter 2 Tera ou 3 Tera ou 4 Tera ou 6 Tera pour chacun de ces disques-là, bah, tu achètes les mêmes. Attention là-dessus quand même. Si jamais tu es amené à acheter des disques qui, tu veux, le même modèle, de la même marque et de la même capacité, si tel est ton choix, je te conseille de ne pas forcément acheter tous tes disques chez le même vendeur. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qui est reconnu, c'est que les disques mécaniques, ou c'est même valable, on pourrait dire pour les disques SSD également, c'est que ces disques-là, eh bien, ça a tendance à être toute une série. C'est pas le modèle, c'est la série de construction qui pourra avoir un défaut. Et donc, du coup, si tu achètes tous tes disques chez le même vendeur, il y a des chances, en fin de compte, que les 4 disques que tu prends, ils sont issus de la même série quand ils sont sortis de l'usine. Donc, si tu l'achètes chez différents vendeurs, tu réduis quand même le risque qu'ils soient de la même série. Ça sera les mêmes modèles, les mêmes caractéristiques, mais pas de la même série. Et donc, du coup, tu as plus de chances qu'il n'y ait pas, s'il y en a un déficient, les autres ne vont pas subir la même déficience. Voilà. C'est une petite astuce comme ça. Donc, le SHR permet effectivement de mélanger ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que, bien entendu, si tu as comme moi deux disques de 6 Tera et 3 disques de 4 Tera, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas avoir... tu peux pas avoir 5... il va pas pouvoir considérer le plus gros volume, il va considérer le plus petit volume. Idem pour la vitesse. Si tu as des disques qui font 7000 tours minute, un qui fait 5000 tours minute et un de 3000 tours minute par exemple, eh bien il va pas pouvoir t'offrir, le RAID ne va pas fonctionner en utilisant les 7000 tours minute. Non, le total va tourner à 3000 tours minute. Ça va toujours être la vitesse la plus lente du disque. C'est la même chose avec les SSD. Si tu combines plusieurs SSD et que tu en as un qui est plus rapide que l'autre, ça va toujours être la vitesse du plus lent. C'est la même chose pour les cartes mémoire quand tu les mets dans ton appareil photo. S'il accepte 2 cartes mémoire par exemple et que tu fais de la redondance par exemple avec, eh bien tu sais très bien que si ta carte SD est plus lente que ta carte CF Express par exemple ou que ta deuxième carte SD, eh bien ça va toujours être la vitesse de la carte la plus lente qui va être utilisée par ton appareil. Voilà, c'est commun à tout ça. Donc le SHR est en fait un RAID 5. Je peux perdre jusqu'à un disque, mais j'ai la possibilité d'avoir des disques c'est même pas les mêmes modèles, ils sont pas la même taille et ils n'ont pas la même vitesse. Voilà. C'est tous des disques durs de type approprié pour le NAS. D'ailleurs, généralement, quand tu vas sur le site du constructeur, pour tel modèle de NAS, il va te donner en fin de compte les disques qui sont supportés, non pas seulement par eux. C'est le cas de Synology. Synology, ils achètent leurs disques ailleurs et puis ils mettent leur sticker dessus, leur étiquette dessus. Je me souviens plus le nom, je crois que c'est Hitachi, je crois. Les disques, je peux peut-être me tromper là-dessus. Mais bref, ils te donnent différents fabricants de disques en disant quel disque est plus supporté et autres. Donc il faut faire attention à ça. Alors un autre point aussi qui est important à savoir, et c'est le cas pour le Synology ici, c'est le cas aussi pour QNAP, c'est que par exemple cette machine-là, eh bien elle vient avec, je sais plus, 3,2 GHz de processeur et tu as 4 Go de RAM là-dessus. Je t'ai dit que tu pouvais faire tourner des VM, des machines virtuelles avec Windows, Linux, etc. dessus. Tu peux vraiment faire énormément de choses sur ces machines-là. C'est des ordinateurs en soi.
mais en fonction de tes besoins, tu vas peut-être avoir demandé à avoir une machine plus puissante que l'autre. Dans mon cas, à part le serveur média que j'ai, le seul but de ce serveur-là, c'est vraiment pour stocker mes photos et faire mon backup local. Donc, je n'avais pas besoin d'augmenter la RAM. Mais si tu as plusieurs programmes qui doivent tourner là-dessus, à ce moment-là, tu pourrais très bien imaginer un site web qui tourne dessus. Tu pourrais très bien imaginer un serveur de messagerie qui pourrait tourner dessus. Et à ce moment-là, tu vas peut-être avoir besoin de plus de données. Et la RAM, sur cette machine-là, sur sa Synology, tu peux l'augmenter jusqu'à 32 Go de RAM. Voilà. Et une autre chose que tu peux faire pour améliorer les performances, une chose que j'ai faite, c'était que ce Synology, par défaut, à l'arrière, tu vas le voir, il vient en fin de compte avec 4 ports Ethernet. Ces 4 ports Ethernet, c'est du gigabit. Donc je t'ai dit 125 mégabits seconde. Mais ce que tu as la possibilité de faire, c'est d'acheter une carte. Tu sais, c'est comme une carte quand tu montes un PC, hein, que tu peux mettre des cartes PCI, c'est exactement le même principe. Tu peux acheter une carte chez Synology qui te permet d'avoir justement un autre port Ethernet, et celui-là, c'est le 10 gigabits. Donc quand j'ai acheté le serveur, j'ai également acheté la carte 10 gigabits. Et c'est là que c'est assez impressionnant, parce qu'au niveau des performances, j'ai fait des tests. Et je te mettrai ça dans l'article blog, mais je vais te le mettre aussi ici, parce que voilà, comme ça, tu es gentil, donc je te le mets. Si je viens à utiliser un outil, comme par exemple Blackmagic Disk Utility, je peux... j'ai fait un test pour envoyer 1 giga de données. Voilà, un fichier de 1 giga, combien de temps ça allait prendre pour l'écrire et combien de temps pour le lire. Eh bien, quand je suis connecté de mon ordinateur avec un bon câble, hein, et là il s'avérait que tu peux utiliser un câble de catégorie 6 Ethernet ou bien au-dessus. Je crois que c'est du 4.7 que j'ai, mais j'aurais très bien pu avoir du 4.6. C'est amplement suffisant. Et à partir du moment où tu relis les deux, et que je suis branché sur un port gigabit, un seul gigabit, la vitesse d'écriture, elle est de à peu près 100 mégasecondes, et la vitesse de lecture, elle est à peu près la même, à 100 mégasecondes. Or, quand je le branche sur le port de 10 gigabits, eh bien, la vitesse en écriture, elle est à 400... un peu en dessous, 475, je crois, mégaoctets par seconde. Et en lecture, là, je suis à 1000 mégaoctets, donc 1 gigaoctet de lecture. Donc là, c'est quand même assez rapide. Mais on pourrait aussi améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien choisir de travailler directement sur une machine comme ça, avec des débits, comme je viens de te dire. Après tout, hein, 400 mégabits à la seconde pour écrire, c'est plus rapide que certains disques SSD de marques telles que Verbatim et Samsung et autres. Ça peut être très intéressant. Mais tu pourrais améliorer même davantage les choses, parce que non seulement tu peux augmenter la RAM, comme j'ai dit, et ça ne va pas vraiment influencer vraiment les choses, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des barrettes SSD à l'intérieur qui vont servir de cache. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu vas écrire, ça ne va pas améliorer les choses pour l'écriture, mais pour ça va pas améliorer les choses pour la lecture, mais pour l'écriture. Qu'est-ce qui va se passer? Tu écris les données, donc elles partent de ton ordinateur, elles vont être écrites sur le cache, ça va être simplement de la mémoire telle qu'un SSD, par exemple. Hein. Donc ça va écrire là-dessus très rapidement. Et petit à petit, cette donnée-là va être écrite sur les disques à l'intérieur du NAS. Donc toi, la vitesse d'écriture que tu vois, c'est vraiment l'écriture vers le cache. Voilà. Et non pas directement sur le disque dur. Donc ça peut être assez intéressant. Tu peux avoir des performances assez bonnes pour éditer de la vidéo et travailler sur Lightroom et autres programmes sans souci. Pourquoi je ne le fais pas? Pour la simple bonne raison, c'est que quand j'ai changé ma tour Mac Pro pour le Mac Studio, et oui, j'ai regardé les commentaires qu'on m'a fait sous la dernière vidéo, je vais faire effectivement une vidéo qui va expliquer pourquoi j'étais passé du Mac Pro alors que j'avais investi tellement d'argent dessus, pourquoi je suis passé au Mac Studio, et puis je ferai aussi une vidéo sur le MacBook Air que j'avais et puis le MacBook que je viens d'acheter, le MacBook Pro M2 que je viens d'acheter. Donc je te ferai différentes vidéos là-dessus sur l'informatique. Et quand je suis passé donc de la tour Mac Pro au Mac Studio,
j'avais donc les disques à l'intérieur de ma tour, j'avais des disques SSD. Et donc, j'en avais 4. Et donc, ces 4 disques SSD, bah, je ne pouvais pas les revendre. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'acheter donc ces disques-là, ces boîtiers-là. Et donc, à l'intérieur de ce boîtier, plus l'autre qui est là, je suis monté en RAID 0. Donc, j'ai une vitesse très rapide sur ces disques-là. Donc, je travaille sur ces disques-là, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de mettre du cache à l'intérieur, d'augmenter la RAM, etc. Mais je pourrais le faire. Voilà, en gros, ce que je voulais te dire concernant le Synology. Une chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, quand même, et si je ne le dis pas, on va me le reprocher dans les commentaires pour ceux qui savent de quoi je parle. C'est quand je t'ai dit le RAID 5 et le RAID 6. L'avantage du RAID 5, c'était qu'on perdait, on pouvait perdre jusqu'à un disque. Le RAID 6, c'est qu'on peut en perdre jusqu'à 2. Au niveau performance, entre le RAID 5 et le RAID 6, autant en lecture, il n'y a pas de différence. En écriture, il va y avoir une différence parce que sur le RAID 6, l'information est dupliquée plus que sur le RAID 5. Et donc, du coup, on perd en performance d'écriture. Donc, c'est une raison pour laquelle Synology, quand ils proposent leur solution RAID, le SHR, c'est en fin de compte un RAID 5 amélioré plutôt qu'un RAID 6. Voilà. Mais j'ai la possibilité, si je voulais, je pourrais très bien faire du RAID 0, du RAID 1, du RAID 5, du RAID 6 et du RAID 10. Il n'y a absolument aucun souci, je pourrais très bien le faire. J'ai simplement choisi de ne pas le faire. Alors justement, pourquoi j'ai choisi de ne pas prendre le RAID 6? Puisque je te dis que le RAID 6, eh bien, c'était l'avantage de pouvoir perdre en fin de compte 2 disques sans perdre ses données. Mais la raison, c'est que en fin de compte, ça ne me pose pas de souci de perdre un seul disque. Puisque en fin de compte, ce n'est pas l'aboutissement de ma solution de backup. Parce que ça, c'est ma copie locale, mais j'ai une copie dans le cloud. Et la société que j'ai choisie à l'époque d'utiliser, quand je te dis à l'époque, c'était en 2014, et je me rappelle très bien, parce que c'était au mois de décembre 2014, quand je suis allé à la conférence des ventes d'Adobe à Las Vegas. Juste avant de partir, j'ai donc fait l'acquisition de mon NAS de chez Drobo avant ça. Et donc, c'est là que j'ai investi dans la solution de chez CrashPlan, le service de sauvegarde en ligne. Et là, j'avais, je crois, à l'époque, 4 Tera de données. Voilà, j'avais à peu près 4 Tera de données. Et j'ai lancé le démarrage de la sauvegarde, donc l'envoi de mes fichiers. Je n'avais pas la fibre à l'époque, d'envoyer ça vers CrashPlan. Et tous les jours, je regardais depuis, alors que j'étais à Las Vegas, je regardais l'évolution en fin de compte de cet upload vers le serveur. Et je suis rentré, non pas dans la semaine, je suis rentré plus de 10 jours après. Et plus de 10 jours après, ça continuait encore à tourner. Et au total, ça avait mis à peu près 15 jours pour envoyer toutes ces données. Et d'ailleurs, il y a certaines sociétés, c'est pas le cas de CrashPlan, mais il y a certaines sociétés qui acceptent que tu leur envoies un disque dur par la poste de tes données. Et ainsi, ils copient directement sur leur serveur, ce qui permet d'aller plus rapide. Voilà. Généralement, c'est un service qui peut coûter assez cher parce que ça leur demande de faire des manipulations manuelles, etc. Mais voilà, certains le proposent. Donc comme je viens de te dire, j'utilise la solution CrashPlan. Pourquoi j'ai choisi CrashPlan à l'époque? Parce que c'était abordable. Je connaissais la solution parce que chez Adobe, sur tous les ordinateurs, il y avait CrashPlan d'installer. Et donc du coup, on utilisait ça. Et ça me semblait bien par rapport, il n'y avait pas de restriction, il y avait un espace illimité. Et ce qu'il proposait, c'est qu'il n'y avait absolument il ne se passait aucun problème de versionnage, puisque si je supprimais le fichier sur ma machine, eh bien, toutes les versions de mes fichiers étaient gardées à l'infini sur leur serveur. Donc non seulement j'avais une infinité de stockage, mais j'avais une infinité dans le temps aussi. Et j'avais trouvé ça génial. Et à l'époque, je crois que ça me coûtait à peu près l'équivalent de peut-être 7 € par mois, quelque chose comme ça. Donc vraiment très, très satisfait de ça. Et puis s'avérait que en 2000... je pense que c'était en 2018, par là, 2018-2019, je pense qu'ils ont été rachetés par une société qui s'appelle Code 42 et qui est plus orientée solution d'entreprise.
Et donc, du coup, ils ont laissé tomber la solution de crash plan pour les particuliers et ils ont proposé en entrée de gamme la solution pour petites entreprises. Et en fin de compte, il y a eu une petite augmentation de tarifs, mais on avait les mêmes services et du coup, j'ai pris ça. Et j'ai ça depuis. Et ça me coûte à peu près 10... Je suis à 9 livres 80 par mois. Donc on va arrondir ça à peu près à 11 livres à peu près. 11 euros, pardon. 11 euros. Et ce qu'ils ont introduit quand même en 2020, juste après ça, ils ont introduit une limite dans le temps du versionnage de tes fichiers. Donc si tu as un fichier A que tu as modifié, eh bien tu as ces modifications-là qui sont stockées, très bien, il n'y a pas de souci. Ça, elles sont stockées presque à l'infini, entre guillemets. Mais si jamais tu viens à supprimer le fichier, eh bien, au bout de 90 jours, ce fichier-là sera supprimé définitivement du serveur. Donc, il y a ça. Au départ, je n'étais pas forcément heureux de cette nouvelle-là, mais en faisant des recherches, je t'apercevais que c'était une décision qui avait été prise pratiquement à l'unanimité par toutes les sociétés, justement, qui proposaient ces services-là. Et je me suis dit, 90 jours, c'est pas un souci. Parce qu'après tout, j'ai aussi mon autre solution voilà, à cet endroit-là. Donc, comment tout ça s'organise? Eh bien, j'ai mes données. Alors, ce que je te propose de faire, c'est que je vais te montrer sur l'ordinateur. Alors là, quand on regarde, c'est mon... c'est le Finder, c'est l'équivalent de l'explorateur chez Windows. Et donc, tu vois mon disque, ça c'est Macintosh, c'est le disque du Mac Studio, c'est le disque système. Et ensuite, tu vois MyEdit et MyPhoto. Alors MyEdit, eh ben, tu te rappelles, on l'a vu ça dans la dernière vidéo, c'était le fameux disque dur externe que j'ai acheté donc au mois de décembre. Donc, sur ce disque-là, eh bien, tu vas voir ce qui se trouve. En fait, qu'est-ce que j'ai? Sur ce disque-là, il est branché avec le Thunderbolt et j'ai mon répertoire Lightroom. À l'intérieur du répertoire Lightroom, j'ai quoi? Ben, c'est là que tu as le catalogue, c'est là que tu as les aperçus, c'est là que... alors tu vois que j'ai les backups aussi ici, enfin un répertoire backup, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Les backups, ils sont juste ici, là. J'ai tous les paramètres de Lightroom, j'ai mon catalogue, tout ça, ça se situe ici. LPA, eh bien comme le nom l'indique, c'est là que j'ai toutes les photos qu'on m'envoie pour les concours, les revues photos, eh bien c'est stocké ici. J'ai ensuite le LRC Backup, donc c'est le Lightroom classique, c'est les backups du Lightroom classique. J'ai le LRC Sync, ça c'est les données quand j'utilise des collections à l'intérieur de Lightroom qui sont synchronisées avec le cloud, et bien les données sont stockées ici. Et ensuite, tu vois, j'ai Tompix Edit. Tompix Edit, c'est en fin de compte mon répertoire qui va contenir, c'est mon répertoire par an, qui va contenir tous les sous-répertoires de tous les fichiers photos qui sont à traiter. Voilà, c'est mon fichier photo à traiter. Donc voilà mon MyEdit et je t'ai expliqué comment j'utilisais ça dans la vidéo précédente. Dans MyPhoto, par contre, ce que j'ai, c'est que, eh bien, j'ai d'autres répertoires ici qui n'ont pas d'importance pour là, mais le plus important, c'est Tompix ici. Tompix, c'est quoi? Eh bien, c'est mon archive de photos. Donc, quand j'ai fini de travailler sur une série de photos, eh bien, je vais déplacer ce répertoire que j'ai dans Tompix Edit, je vais le déplacer dans Tompix, dans mon organisation que j'ai là. Et si tu te demandes quelle organisation j'ai, bah, c'est très simple. Tu peux le voir déjà comme ceci. J'ai certains répertoires qui sont des thèmes généraux. Tu vois, on a boudoir, on a nuage, on a la mode, on a Joe Cornish, on a la macro, on a ces différentes photos qui, dans le temps, n'ont pas leur information de temps n'a pas d'importance. C'est plus le thème de la photo qui est important. Donc, c'est des thèmes généraux. Tu vois, là, c'est les photos que j'ai prises lors des stages, par exemple. Et ensuite, l'organisation que j'ai choisie, c'est une organisation par pays et par temps. Donc, par exemple, si on va en Écosse, si je clique ça, tu vas voir que j'ai tous ces sous-répertoires là-dedans. Et en fait, ces sous-répertoires... Je te dis ça alors que ça n'a rien à voir avec la sauvegarde, mais j'en profite pour te donner un petit astuce d'organisation de tes photos pour Lightroom. Et j'y reviens dans le cours, dans la formation Lightroom sur laquelle je suis en train de finaliser. Je te promets, ça sort bientôt. Eh bien, tu t'aperçois que j'ai le nom du pays suivi par le lieu dans ce pays et ensuite, eh bien, le mois suivi de l'année. Voilà comment j'organise mes données. Donc, quand on va dans Lightroom, ici, eh bien,
on s'aperçoit que donc j'ai le répertoire MyEdit qui est ici. Donc j'ai MyEdit, on retrouve tous les répertoires en question qui sont ici, qui sont les photos à travailler, et j'ai MyPhoto qui sont ici. Et donc il me suffit en fin de compte de déplacer un répertoire vers l'autre quand il est prêt, quand il est achevé. Donc voilà mon organisation ici. Et ce que j'utilise un... Je vais revenir là-dessus. Ce que j'utilise pour envoyer donc mes données vers le cloud, ça va être CrashPlan. Donc CrashPlan qui est ici, code 42, je t'ai dit. Là, tu aperçois qu'il est en train de faire un backup, tiens, ici, d'une image. Et on a l'application. Et quand j'ouvre l'application, ici, eh bien, j'ai la possibilité de faire la restauration. Donc quand je fais restaurer, tu vois que je peux parcourir en fin de compte les différents répertoires ou stockages. Tu retrouves MyEdit, tu retrouves MyPhoto, tu retrouves un répertoire de mon épouse par exemple, un répertoire contenant des vidéos, et puis un autre disque dur, c'est celui-ci d'ailleurs, et puis, mon système. Et ça, je peux choisir la date, et ainsi ouvrir un répertoire, par exemple MyEdit, je pourrais descendre dans TomPix, et puis je peux rentrer dans un répertoire et sélectionner les fichiers et les restaurer, c'est-à-dire les télécharger en local ici. Voilà. Donc voilà comment je gère ça. On peut paramétrer ça en choisissant en fin de compte quelles sont les données, quels sont les répertoires. Ça peut être non seulement les données que tu as sur ton ordinateur, mais ça peut être, comme tu peux le voir, sur des disques durs externes. On a même la possibilité que ce soit des fichiers qui soient sur un NAS, donc c'est aussi faisable. On aurait pu faire tourner CrashPlan directement sur le NAS. Pas officiellement, il y a toujours des trucs, on peut le faire, je l'avais fait aussi sur le Drobo à l'époque. J'avais arrêté de le faire sur le NAS parce que ça demande quand même pas mal de ressources. De faire, je t'ai dit tout à l'heure, il y a une analyse qui se fait entre le fichier que tu as sur le serveur, le fichier que tu as chez toi, et de faire la différence et envoyer uniquement les bits de données qui sont différents, ça demande de l'analyse. Et donc, ça demande des ressources. Et donc, de faire tourner CrashPlan sur mon serveur demanderait à ce que j'augmente les performances, augmenter la RAM, etc. pour avoir le meilleur débit et les performances de ce programme-là. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire tourner sur le serveur. Comme tu as pu voir, il prend directement les fichiers qui sont sur mes disques, ces disques-là, et non pas sur le serveur lui-même. Pourquoi? Ne serait-ce que pour l'accès rapide des informations qui sont sur ces disques-là, c'est quand même plus rapide que ce que j'ai là, puisque je t'ai dit en lecture, on est à peu près à 1000 mégaoctets, donc 1 gigaoctet de données en lecture sur le Synology depuis mon Mac, alors que là-dessus, je suis à peu près... plus de dire de bêtises, mais de mémoire, je crois entre 2 et 5 gigas. Donc c'est pas la même vitesse. Voilà. Donc voilà pourquoi. Et puis ça fonctionne bien dans le déroulement en fin de compte des données. L'autre chose aussi, c'est comment je transfère les données depuis mes disques là vers le NAS ici. Eh bien, j'utilise un programme qui s'appelle Carbon Copy. Et Carbon Copy, c'est vraiment un super programme. Je vais te l'ouvrir ici. On va l'ouvrir. Déjà, on va le voir dans l'ouverture là. Ce que tu peux noter, c'est qu'en fin de compte, j'ai 4 programmes. Voilà, j'ai 4 programmes. Et qu'est-ce que c'est? C'est très facile à paramétrer. C'est en fin de compte, tu dis quelle est la source que tu veux copier, quelle est la destination, et quelle va être en fin de compte la fréquence. Voilà. Donc là, moi, je l'ai par exemple, il va tourner tous les jours à 3 h de l'après-midi. Et si jamais mon ordinateur, parce qu'il faut que l'ordinateur soit allumé, si jamais l'ordinateur est éteint à ce moment-là, eh bien la prochaine fois, dès que l'ordinateur va s'allumer, il va lancer le clone. Voilà. Et la façon dont je l'ai fait, c'est que en fin de compte, j'ai simplement programmé ce premier travail, et dès que ce programme-là est terminé, eh bien, il attaque les autres. Voilà comment je transfère tout ça. Alors, la question du transfert, il faut aussi faire attention, il faut y réfléchir, de se dire, est-ce que... faut s'assurer une chose, c'est que tu ne vas pas polluer, en fin de compte, les données que tu as sur ton NAS ou sur ton disque dur externe, etc. Il ne faudrait pas que tu t'amuses, en fait, à faire un clonage automatique et tu as effacé les données sur ton ordinateur ou tu as des images qui sont corrompues. C'est
cette information-là est clonée sur ton serveur ou sur ton disque dur externe, et ainsi tu te retrouves à, en fin de compte, propager la corruption ou propager les pertes de données. Donc il faut faire attention à ça. Certains vont tourner ça toutes les semaines, etc. Tout va dépendre en fin de compte de la fréquence de ce que tu fais. Comme je travaille tous les jours sur les images, etc., je ne peux pas me permettre de ne pas transférer les données sur le NAS une fois par semaine, par exemple, ou une fois par mois. Donc je le fais. D'autant plus que sur le NAS, il y a une sorte de poubelle intelligente qui fait que dès que tu as un fichier qui est modifié, eh bien le fichier qui existait, il va le mettre dans une poubelle. Donc à n'importe quel moment, si jamais il y a une corruption, je peux toujours retourner dans la poubelle et récupérer ce fichier-là. Donc c'est absolument aucun souci. Le problème, c'est que cette poubelle-là, au fur et à mesure, elle grossit. Et donc à un moment donné, il faut faire de l'espace. Voilà. Mais l'espace que j'ai sur le Synology me permet en fin de compte d'avoir à gérer les poubelles que uniquement tous les... j'ai eu à le faire qu'une fois. Et tu vois, j'ai le Synology depuis le mois de mai. Donc, on va arrondir en disant une fois tous les 6 mois à peu près. Je pense que ça serait assez valide comme approximation. Donc, j'arrive à gérer les choses comme ça. Voilà comment je me sors de tout ça. J'espère. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. J'ai sûrement oublié certains détails. J'espère pas. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre sous la vidéo. J'y répondrai. Va voir dans l'article blog pour ces informations-là, toutes celles que j'ai pu te dire, et puis il y en aura d'autres avec des copies d'écran de performance et autres, et puis des liens vers les différents matériaux que j'utilise. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, donne-moi un pouce, et puis dis-moi aussi dans un commentaire quelle solution tu utilises. Est-ce que tu utilises un NAS? Est-ce que tu utilises un disque dur? Est-ce que tu utilises le cloud en France? Comment ça se passe? Et si tu utilises le cloud, quelle solution tu as choisi d'utiliser? Donc, dis-moi tout ça dans un commentaire. Partage ton expérience avec la communauté de la photo à venue. En attendant la prochaine vidéo, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le, travaille-le, mais attention, assure-toi de bien sauvegarder tes données. Ça serait tellement dommage de perdre ta photo, mais ça serait tellement dommage aussi d'avoir perdu tout le travail que tu as fait. Pense-y. Cheers.